Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S701 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 21 septembre 2023. Le débrief vous est présenté cette semaine par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Nous sommes toujours avec le photographe Malo pour cette grande masterclass dédiée à la réalisation de portraits artistiques mis en scène. Malo, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Bon courage. Première question. Quelles sont les grandes étapes à respecter dans le processus créatif d'un portrait ou d'une série artistique ? La mise en scène, l'émotion, la lumière et après l'échange avec le personnage, avec la personne photographiée. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter ? L'ego. Développe un peu là. Non, mais par exemple, tu parlais. C'est un avantage aussi, l'ego, non? Non, Quand bien tu sûr. dois Non, diriger. l'ego, il en faut. L'ego, c'est sain. Le sur-ego, le sous-ego. Voilà. Et il faut être sur un ego juste. Il faut apprécier ce qu'on fait à sa juste valeur, sans prétention ni d'autoflagellation. Voilà. Mais un piège à éviter, je dirais, c'est de ne pas écouter. Voilà, c'est ça en fait. C'est quand tu te positionnes trop en sachant. Et de perdre, on parlait de spontanéité, de sortir de choses prévues, passer à côté d'un petit moment qui aurait pu être plus riche, et aussi, quand on bosse dans une équipe, ne pas prendre en compte, oublier l'équipe et l'écoute qu'on peut avoir. Donc moi, je dirais, voilà, moi, ce qui est important, encore une fois, je le disais, mon premier public, c'est l'équipe. Alors, moi, avant tout, bien sûr, mais l'équipe derrière. Et donc, l'idée, c'est d'être attentif à tout le monde, voilà. Et on peut ajouter, puisque tu l'as dit au cours de la discussion, éviter de travailler la chromie quand on travaille en série en premier, quoi. Ouais, Ça, c'est le piège à éviter que je vais bien garder en tête. Ça sera peut-être la citation de cette émission. On n'en parle pas souvent, mais je trouve ça pertinent. Tu parles d'équipe, justement. Comment on fait, finalement, pour réussir à bien s'entourer ? Et selon toi, quelles sont les personnes indispensables à la réussite d'un projet photographique d'envergure mise en scène, comme toi tu peux le faire? En dehors de l'intelligence artificielle, bien sûr. Oui. On n'est pas seul. Parle pas, ça. Moi, je pense qu'un travail, c'est un travail d'équipe toujours. Et c'est parce qu'on a une association de talents qu'on arrive à faire des choses bien. J'ai commencé mes projets quasiment seul. Donc, je l'ai fait seul. Et ils ont gagné en qualité grâce aux gens que j'ai rencontrés qui ont su emmener plus loin. Demain, je perdrai tout le monde, je referai seul parce que je ferai toujours, mais on a tout à gagner, à rencontrer des gens, à fidéliser, voilà, et donc ça passe par l'écoute, ça passe par l'observation, ça passe par la veille qu'on peut faire soi-même sur son travail, et donc sur les gens qui gravitent autour de nous, donc un coiffeur, un maquilleur, un styliste, un décorateur, et les modèles, bien évidemment. Donc, une ouverture d'esprit, le regard toujours en alerte. Et après, un échange et la considération. Est-ce que tu pourrais revenir une seconde sur cette notion de collab qui est assez fréquemment utilisée, alors sur des projets commissionnés comme sur des projets personnels ou simplement des éditos? Alors, les éditos, c'est autre chose parce que c'est des magazines qui ont une force telle qu'on subit un peu cette collab. Des projets personnels, on fait des collabs parce qu'on n'a pas forcément les moyens que peuvent avoir effectivement des clients, tout simplement. L'idée, après, c'est que ce soit un projet qui profite à tous, c'est-à-dire que tout le monde se retrouve dans le projet et qu'ils puissent l'utiliser parce que c'est différent de ce qu'ils peuvent être amenés à faire classiquement. Et après, aussi, c'est de rendre l'appareil. Tu as quelqu'un qui fait une collab avec toi, tu as un client. C'est aussi ça de fidéliser une équipe. C'est quand toi tu as un client, de les amener sur ton client, donc avec un vrai budget, tu peux payer aussi, alors d'abord c'est défrayer. Alors une chose importante, essentielle, la table régie. Exactement. Exactement. Du bon café, des bons gâteaux, bons becs. Non mais ouais, mais non, c'est pas. Non, mais c'est fondamental, c'est l'ambiance. Ça c'est dans tous les domaines, c'est toujours. T'amènes pas des tucs. Ouais. Et même quand tu fais un déménagement, t'invites des gens.
C'est important. Mais bien sûr, c'est la fameuse considération, c'est La quand même le convivialité. minimum. Ouais. Et tu facilites tous ces gens qui viennent avec leur... et ces gens viennent avec leur talent. Hein, donc voilà, donc la table régie, mais bon, et après, le défraiement, bien évidemment, et puis même payer un peu, ça dépend des contextes. Alors, pas à hauteur de ce que peut faire un client, parce que forcément, tu n'as pas les moyens. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner pour des personnes qui auraient envie de se lancer dans ce genre d'aventure sur comment on réussit à construire une lumière et puis surtout avec quel matériel il vaut mieux essayer de partir? Ah, encore une fois, tout dépend complètement de la finalité. La lumière, c'est quand Évidemment, même. évidemment. Alors, si on parle de lumière artificielle, alors, un petit point aussi sur la lumière, parce que beaucoup de gens pensent que la lumière artificielle, c'est justement artificiel et c'est faux. La lumière, c'est de la lumière. Que ce soit un flash ou le soleil, c'est de la lumière. C'est soit on sait l'utiliser, soit pas. Soit on subit une lumière et on travaille très bien avec. On peut faire mais évidemment, en lumière naturelle, on fait des choses absolument splendides. Mais quand quelqu'un ne fait que de la lumière naturelle et ne sait pas faire de l'artificiel ou n'est pas content de l'artificiel, c'est juste qu'il ne sait pas la gérer. Donc la première chose, c'est comprendre la lumière. Donc au-delà de la voir est important, mais il faut la comprendre en la regardant, dire pourquoi elle est belle. Et si on comprend pourquoi elle est belle, on est capable, avec plus ou moins de facilité, de la reconstruire après et d'aller vers ce qu'on veut. Donc, la première chose, l'observation, toujours. Observer la lumière, comprendre la lumière. On appelle ça des lectures hein, de photos. On lit la photo, on lit la composition, mais on lit aussi la lumière. Et imaginer est-ce qu'il y a une lumière dure, une lumière douce, ainsi de suite, et voir si on veut un contre, un retour, enfin... Donc là, c'est de l'apprentissage. J'ai pas grand-chose à dire d'autre que l'observation et de l'apprentissage. Tu fais des workshops, toi, sur ces choses-là? Ouais, j'en fais, ça m'arrive. Bon, oui, il faudrait que j'en fasse plus. À Lisbonne, ça peut être une bonne idée, ça. Ouais, c'est vrai. Mais oui, j'en ai fait, notamment avec Fuji et Profoto. Bon. Fuji, justement, tu travailles avec le GFX, un appareil moyen format. Pourquoi, dans ton travail, tu as besoin d'un appareil comme ça? Qualité, moyen format, donc dynamique, plage colorimétrique et souplesse. Encore une fois, c'est un appareil qui fait le meilleur des deux mondes. On est sur la qualité du moyen format et on est avec la maniabilité du 24-36, donc le meilleur des deux mondes. Est-ce qu'il y a des manques optiques actuellement, ou toi, des optiques que tu aimerais voir arriver, ou tu t'adaptes? Or moi, comme je disais tout à l'heure, je m'adapte. Hein. Vraiment, je vais faire ce qu'il y a. Non, mais là, très content de voir l'arrivée des centrements et bascules. Voilà, ça j'attends avec impatience de les tester. Donc ça me plaît beaucoup. Après, la gamme est déjà quand même relativement complète. Hein. Et même les zooms extraordinaires. Le 32-64, la qualité est superbe. Donc on a des outils déjà, par exemple un zoom couteau suisse avec une qualité sublime. Donc non, la gamme est déjà très belle. Le 80, magnifique. Le 110, extraordinaire. Le 120, macro, génial. Donc 250, tu m'as dit, ils projettent Un 500. le 500 Un pour l'année 500 prochaine. en développement, a priori. Voilà, formidable. Donc en termes de gamme, ils sont très très bien. On a vraiment du grand angle aux télé, donc c'est vraiment très bien. Et encore une fois, un moyen format, donc on est sur un prix qui est très très abordable sur du moyen format, hein, très très abordable, mais ça l'est également, c'est cohérent sur les optiques. Donc ça veut dire que l'ensemble, une optique moyen format, c'est très 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 cher. Et là, on est sur des prix qui sont tout à fait raisonnables, tout à fait raisonnables. Toute proportion gardée. Oui, Je préfère mais des c'est vrai, non, mais bien sûr, disclaimers, bien sûr. Mais c'est pour ça aussi qu'ils ont percé, enfin Fuji a bah, percé sur ce segment. ils ont fait une percée énorme. Mm. C'est pas pour rien. Bon. Au moment de la prise de vue, justement, arrive le travail de direction avec ton ou tes modèles. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner pour faire ça dans les règles de l'art et surtout réussir à tirer les poses, les attitudes, les regards qu'on souhaite avoir? Mm. Alors moi, quand j'ai mes photos relativement figées, j'aime bien prendre la place de tout le monde pour voir si la pose est réalisable. Hein, il ne s'agit pas de faire tenir un poirier à un modèle pendant 10 minutes si c'est pas possible. Donc effectivement, je prends la pose pour voir ce qui est possible. Ça, c'est pour mes photos où je vais être très, très, très directif, où je sais exactement où je veux aller, où il n'y a pas de latitude possible. Et sinon, écouter, enfin observer encore une fois, et là, le langage corporel du modèle, et d'être dans le partage et dans l'échange. Du coup, alors une musique peut aider évidemment à emmener dans une émotion,
Voilà, c'est tout ce qui va aider le modèle à aller dans la bonne émotion, dans la bonne émotion. Bon, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup Malo pour toutes ces explications. Merci encore.